Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Barbara Bégaud, je suis interne en 3e semestre à Lyon et porte-parole de l'ISNAR-IMG. J'ai pour lien d'intérêt sur le sujet mon implication au sein du bureau national de l'ISNAR-IMG. Je suis ravie de vous accueillir aussi nombreuses et nombreux aujourd'hui pour échanger sur les addictions. Dans un congrès façonné autour de la prévention, il nous paraissait impensable de ne pas se questionner sur nos pratiques de dépistage et d'accompagnement des addictions et particulièrement à l'alcool et au tabac. En plus d'être un sujet majeur de santé publique, cette thématique permet d'explorer de multiples facettes de la prévention. D'un côté, elle impose aux personnes soignantes de recentrer les patients et patientes au cœur de leur prise en charge, et d'autre part, elle ouvre la réflexion sur l'alliance thérapeutique entre les médecins et les personnes soignées, mais également avec les autres professionnels du soin. Cette boîte à outils a pour vocation de vous apporter des solutions concrètes pour mieux accompagner une population qui est encore malheureusement trop stigmatisée. Je remercie énormément nos 3 intervenants et intervenantes pour leur venue et je vous présente M. Vincent Pluquet, éducateur spécialisé, ancien consommateur et salarié de l'association Vie Libre, le docteur Cédric Collin, médecin addictologue à Lyon, ainsi que Virginie Cartaillé, infirmière à Zalé, qui est présente également aujourd'hui. Et pour commencer, je donne la parole à M. Vincent Pluquet. Bonjour. Donc voilà, on vient de me présenter, ancien consommateur, effectivement, salarié de l'association Vie Libre, éducateur spécialisé. J'ai retracé très rapidement mon parcours, j'ai beaucoup de choses à dire et peu de temps. Ado, joyeux fêtard, l'alcool présent, l'alcool plaisir. Et l'alcool a toujours été un grand plaisir. Jusqu'à peu près l'âge de 30 ans où, dans un cadre de la dépression, d'un cadre d'un boulot assez agressif, j'ai augmenté les consommations. Je tournais à peu près à 20 doses d'alcool par jour. Je vous passe tous les détails. À un moment, il a fallu faire le choix entre ou vivre ou mourir. Le choix se pose comme ça, au moins dans ma tête. Et là, je commence à verbaliser, et la première chose avec qui je verbalise, effectivement avec ma compagne, et la deuxième personne, avec mon médecin généraliste. Et là, il s'est passé un miracle, parce que ce médecin généraliste que j'allais voir pour mes grippes ou toute autre chose, il était formé en addicto. Donc j'ai tout de suite eu les bonnes réponses, et ça a été vraiment décisif dans mon parcours. Du coup, avec mon médecin généraliste, j'ai pris soin de mon corps. Très vite, j'ai enclenché un suivi psychologique, j'ai pris soin de ma tête, et j'étais voir des gens qui avaient consommé de l'alcool dans une association qui s'appelle Vie Libre, et j'ai pris soin de mon environnement social. J'insiste là-dessus parce que, en fait, tout le centre de mon propos, ça va être l'articulation entre ces 3 choses-là qui permettent un réel accompagnement. C'est ces 3 choses-là qui m'ont permis de m'inscrire dans un changement de comportement durable. Alors, je ne parle pas d'arrêt d'alcool, je parle de changement de comportement. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce n'est pas simplement arrêter l'alcool qu'il faut, c'est changer sa vie. Et ça a pris du temps. J'ai arrêté de boire en 2000, alors faites le calcul, ça va tout seul. J'ai changé de boulot, je suis devenu salarié en septembre 2001 de l'association Vie Libre, et passé ma VAE, éducateur spécialisé, en 2007. Cette étape un peu difficile de ma vie, je l'ai transformée en une force qui donne sens aujourd'hui. Comment ? Quand je me lève le matin, je ne dis pas qu'est-ce que je vais boire ou comment je vais faire pour ne pas boire, mais qui je vais rencontrer dans ma journée, quelle personne, quelle histoire, comment ça va venir être important de me lever pour d'autres. Et donc la première chose que je retiens de ces 3 ans, c'est ma propre définition de l'addiction. Pour moi, c'est une relation à un produit ou un comportement qui engendre du plaisir. Et j'insiste toujours sur ce mot plaisir, et un plaisir qui va se transformer en l'unique réponse à toute émotion. C'est ce qui se passait en moi, je n'avais plus qu'une réponse, c'était l'alcool,
une émotion positive, une émotion négative, quelle qu'elle soit, peu importe, c'était la réponse à l'alcool. Et ce que j'ai compris et ce que j'ai essayé de vous montrer là, c'est la prise en charge de cette addiction ne demande pas simplement une entrée psychologique, sociale ou médicale. C'est bien en jouant sur ces trois choses-là qu'on va permettre à la personne d'avancer. Alors, je vais vous présenter rapidement l'association Vie Libre. L'association Vie Libre, c'est une association qui regroupe des personnes qui ont une histoire compliquée avec l'alcool. Et j'aime bien ce terme de compliqué parce que ça peut parler simplement de gens qui vont avoir une relation où l'alcool est là de façon ponctuelle, l'alcool est là de façon quotidienne, où l'alcool a des incidences physiques ou psychologiques ou sur l'environnement de la personne. Et donc, cette association, ce sont des semblables qui se parlent. On est pareil, on peut se parler. Alors, les membres de l'association, en règle générale, sont bénévoles. Il y a une ou deux exceptions, c'est-à-dire on est 2 collègues salariés sur toute la France. 2 ou 3, je ne sais plus. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans cette association? C'est l'idée de briser le silence, casser les idées reçues. Il y a quelque chose d'assez commun à toute personne souffrant d'addiction, c'est qu'on est persuadé de ne pas pouvoir être compris par l'autre. Et je parle bien d'idées reçues, parce que je pense que des professionnels formés sont tout à fait aptes à nous comprendre, ou à comprendre le public. Mais il y a cette idée-là. Et donc, mettre des personnes ensemble qui ont un même vécu, ça va déverrouiller, ça va faciliter l'expression. Vous mettez 2 sportifs après un match dans un vestiaire, ils vont vous parler de leurs émotions, de comment ils ont vécu le match, de comment ils ont réussi ou pas réussi leur exploit sportif. Vous mettez 2 personnes qui ont eu la même addiction dans une salle autour d'un café, dans un endroit convivial, et puis ils vont vous raconter comment ils ont planqué leur bouteille, comment ils vont rire, ils vont pleurer, ils vont échanger sur leurs pratiques, et tout d'un coup la parole elle se libère. Tout ce qui était enfermé dans la personne, ça sort. Alors ça peut mettre longtemps avant de sortir, et parfois, une fois que ça sort, ça peut être difficile d'arrêter, parce qu'il y a plein de choses à dire. Hein. Ça roule. Là-dedans, mes fonctions d'éducateur spécialisé, moi, mon premier but, quand je suis salarié de l'association, mon objectif, c'est de développer l'association sur les secteurs où elle est le moins présente. Et pour le coup, j'interviens en Flandre-Maritime et Flandre intérieure, je ne sais pas si vous voyez, tout au nord de la carte de France, entre Dunkerque et Lille. Ma première chose, c'est de rencontrer les gens là où ils vivent. Ça peut être à domicile, ça peut être dans le bureau d'un médecin, s'il y a déjà une relation, et si ça réconforte la personne d'être proche du médecin ou du travailleur social avec qui il a verbalisé une première fois. Ça peut être n'importe où, ça peut être sur le banc, et ça je l'ai déjà fait plus d'une fois même, sur le banc d'un parc, parce que la personne se sent à l'aise à celui-là. L'idée, c'est de faciliter cette première rencontre, c'est de faciliter ces premiers instants où on va se poser et on va causer. Moi, je parle de relation partenariale. On va être partenaire dans l'histoire de l'autre pour changer sa vie. Vous, médecins, le terme, ce serait peut-être plus alliance thérapeutique. Je pense que vous allez pouvoir développer ça après. Mais l'idée, c'est de créer alliance avec la personne. Alors, pour faire verbaliser l'histoire du produit. Et pourquoi cette histoire elle est devenue compliquée? Oui, parce que quand les gens viennent me voir ou viennent voir l'association, c'est parce que cette histoire, le plaisir avec le produit, tout d'un coup, il est devenu compliqué. Et puis, c'est la justice qui leur a dit que c'était compliqué. C'est leur conjoint ou conjointe qui leur a dit que c'était compliqué. C'est leur emploi qu'ils viennent de perdre. Et donc, il y a des signes extérieurs. Et tout d'un coup, ils se disent, voilà, je dois en parler. Je ne dois pas arrêter. Je dois en parler. Je m'étais dit que j'allais faire une petite liste de tous les outils que j'utilise. Alors, c'est des outils qui sont
que j'ai acquis avec l'expérience. Si vous avez fait le calcul, ça fait à peu près 22 ans que je fais ce métier. La première chose, c'est l'empathie. Et moi, je vais servir de mon passé, je vais retirer ma casquette d'éducateur spécialisé et je vais mettre ma casquette d'ancien consommateur et je vais m'asseoir à côté de l'autre. Et cette empathie, c'est comprendre l'émotion de l'autre. Tes larmes ont du sens. Je ne pleure pas avec toi, parce que voilà, ce n'est pas mon émotion, elle ne m'appartient pas, elle t'appartient, mais je la comprends. Et ça, c'est vraiment, je pense, ce qui va permettre de faire sauter le verrou. L'autre aspect, c'est l'écoute de l'autre. Quand il y a des nouveaux bénévoles dans l'association, ils viennent me voir et ils me disent et on dit quoi aux gens qu'on va rencontrer comme ça chez eux, tout ça? Eh bien, on ne dit rien, on écoute. On écoute pourquoi? Parce qu'en fait, ce que la personne va nous apporter, eh bien, c'est tout ça qu'on doit entendre. C'est là que le rythme du changement va s'inscrire. Si vous entendez, eh ben, je suis là parce qu'on me dit que je bois trop. Ouais, effectivement. Désolé. Effectivement, peut-être que j'ai une consommation trop importante, peut-être que c'est difficile, mais je n'ai pas envie d'arrêter de boire. Si vous arrivez avec votre concept, si j'arrive avec mon concept de dire moi je suis abstinent, il n'y a que ça comme solution, on foire tout. Donc l'écoute de l'autre, le respect de l'autre. Quand je vous dis je m'assois sur un banc, ben oui, s'asseoir sur un banc, à côté d'un mec qui est SDF, se mettre à son niveau, même physiquement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus important que l'autre, parce qu'en fait, l'expert dans l'histoire, c'est lui. C'est lui qui va me dire ce qu'il a besoin. C'est lui qui va me dire ce qu'il attend. Et moi, mon boulot, ça va être d'accompagner ces mots-là, ces souhaits, ces désirs, et peut-être effectivement de modifier, et j'insiste, de modifier sa relation au produit. Donc, ce que j'essaie de souligner au maximum, c'est je mets la vie de l'autre au centre. Mettre la vie de l'autre au centre, c'est ça qui est important, c'est être centré sur l'histoire de l'autre, c'est l'entendre, c'est reformuler. Alors souvent, il y a des gens qui me disent « Ah oui, mais toi, tu me comprends ». Ben, les 3/4 du temps, ce n'est pas tellement que je le comprends, c'est surtout que je reformule ce qu'il dit. Et dans ce sens-là, la personne se sent entendue. Elle se sent entendue, elle va un petit peu plus loin dans sa pensée. Je suppose que vous avez déjà entendu parler de l'écoute activée, des choses comme ça. Elle va un petit peu plus loin dans sa pensée. Elle va aller par elle-même trouver les solutions à ce qu'elle veut changer dans sa vie. Et ces solutions-là, même si on estime que ce n'est pas les bonnes, la personne qui va vous dire je passe des alcools forts à la bière ou au vin, et ça devrait aller, oui, oui, je t'accompagne là-dedans. Je t'accompagne là-dedans et on voit ce que ça donne. Est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas? J'ai ma petite idée dans la tête, je pense fortement que ça va être compliqué pour cette personne-là, mais c'est accompagner cette personne dans ce qu'elle va vous apporter et déposer sur la table. Et ce que je fais aussi, surtout, c'est de souligner dans la vie de l'autre tout ce qui va devenir, ce qui va rendre la relation de plaisir compliquée. Ce qui est intéressant quand la personne vous pose son récit comme ça, il y a un moment, on va pouvoir souligner en disant tiens, là, il y a eu une perte du permis. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux me raconter tout ça. Et le fait que la personne se raconte, elle va pouvoir aussi entendre dans ses propres mots le fait que, oui, l'alcool a un impact et un impact complexe sur sa vie. Et le dernier outil, c'est la patience. Parce que ça peut être long. Ça peut être très long. Un des accompagnements que j'ai fait, c'est Pierre. Je pense que la première fois que je l'ai rencontré, c'était en 2002. Et il a arrêté de consommer en 2010 ou 2011, avec 22 hospitalisations entre deux. Et Pierre revenait tout le temps chez nous en se posant et en disant « Ah, j'ai encore foiré ». Mais il n'y avait que dans l'équipe Vie Libre où on l'appelait encore Pierre. Il n'était pas patient, il n'était pas poivreau, il n'était pas l'emmerdeur, il était Pierre, la personne qu'on accueille et à qui on redonne de la dignité.
Les choses que j'évite de faire, il me reste 3 minutes, je vois, c'est ça? Oui, voilà. Donc, il y a aussi des choses que j'évite de faire. C'est d'être dans l'injonction. J'ai compris, parce qu'au départ, je l'ai fait, et j'ai fait comme tout le monde, j'ai été dans l'erreur comme tout le monde, c'est tu devrais faire une cure. Tu devrais aller voir tel médecin. Tu devrais faire ci. Tu devrais faire ça. Et ça ne fait que renforcer la culpabilité de la personne. Au plus on incite quelqu'un à faire quelque chose qui est dans l'incapacité de faire, au plus la personne se sent coupable. Et quand on a une addiction, cette culpabilité, elle crée des émotions négatives. Et ces émotions négatives, qu'est-ce qu'elles font? On ne fait que consommer plus. Et j'évite aussi, par ces injonctions, de créer de la réactance. Alors ça, c'est un mot que j'ai trouvé lors d'une lecture dans un document d'un psychiatre. Réactance, réaction, résistance. Bien souvent, je rencontre des gens qui ont déjà vu plein de personnes et qui leur ont dit « il faut que tu arrêtes de boire, il faut que ceci, il faut que cela ». Et donc la réaction de la personne, c'est de dire « non, 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 j'en ai marre ». Et elle n'est plus capable d'entendre le message de prévention qu'on peut lui donner. Travailleur social, monde médical, police, justice, tout ça. Elle n'est plus capable de l'entendre. Et donc elle crée une résistance à ça. Et la réaction qui est face à cette résistance, c'est de consommer plus. Et à chaque fois qu'on est dans l'injonction et qu'on n'est pas dans l'écoute, je pense que je dois accélérer, on crée ça. La dernière chose que je voulais faire, et très très rapidement, c'est d'éviter tout ce qui est, ce que moi j'appelle des réflexes correcteurs, de vouloir transmettre à l'autre ce qu'on a envie. Une petite histoire, une personne que j'ai vue à domicile, Catherine, elle est en détresse respiratoire, elle s'en va aux urgences. Là, il y a quelque chose de miraculeux qui se passe, parce qu'en fait, toutes les planètes se sont alignées. Des urgences, elle est passée en service d'alcoolologie, à l'époque, on dirait addictologie maintenant. Elle est passée en addictologie, en alcoolologie. De là, elle a réussi à aller en post-cure 3 mois directement après. Entre deux, son logement insalubre, les copains de l'association, on a vidé son logement, on a stocké ses meubles. Et quand elle est revenue toute seule dans son appart magnifique en Haute-Cassel, 3 semaines après, elle était morte. Et pourquoi? Parce que pendant tout ce temps-là, tous les gens qui ont été autour, et moi le premier, les soignants, tout ça, on a donné ce qu'on avait envie pour elle. Et Catherine, qui n'avait pas cette force d'entendre ou de dire non ou de s'imposer, elle a suivi ce qu'on lui a dit. Mais une fois que tout était réussi, qu'elle était à ce que les soignants, les éducateurs spécialisés, les membres de l'association voulaient d'elle, elle n'était plus rien. Et elle a repicolé 3 bouteilles de Ricard en une journée, et elle en est morte. Tout ça pour dire qu'accompagner une personne, cela nous demande d'accepter l'autre dans ses limites, ses compétences, et c'est faire extraction de nos propres choix. Trop souvent, j'ai envie de dire, mais arrête de boire, tu verras, la vie, elle est belle. Et moi, ça fait 23 ans que ma vie est belle. Sauf que quand je dis ça, je ne mets qu'une barre très très haute à la personne, et je ne fais que l'écraser. Et la dernière chose que je voulais, j'ai plus le temps, c'est on est tous responsables de le dire. Quand quelqu'un a une problématique avec l'alcool, le tabac ou un produit, c'est pas en se taisant qu'on va dire les choses. Il y a un moment dans le respect, dans le temps et dans l'écoute, il y a un moment où il faut dire « je pense que l'alcool a un enjeu dans ta vie et un enjeu négatif ». Il y a une théorie, il faut plusieurs messages pour que quelqu'un prenne conscience. Et si on n'est pas tous à pointer avec respect et humanité ce qui ne va pas dans la vie des gens qu'on rencontre, des gens que vos patients et moi, des usagers de l'association, on ne les aide pas. Alors on peut être les premiers messages, on se prendra une tôle, et puis si on est le bon message, ça va passer. Donc voilà, on est tous responsables de pointer les choses et de les dire. Voilà, je vais arrêter là parce que j'ai déjà dépassé de 15 secondes. Merci beaucoup, Monsieur Pluquet. Je donne maintenant la parole au Dr Cédric Collin. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs de me permettre de présenter ça. C'est un grand plaisir. Mon discours, mon petit topo sera
très médical, déjà parce que c'était la commande. Vous m'entendez mieux ? Parce que c'était la commande, parce que je suis médecin, mais c'est vrai que, et la structure de cet atelier le montre bien, évidemment, ça ne résume pas la prise en charge addictologique. Les dimensions de savoir-être, comme Vincent en a parlé là à l'instant, sont éminemment importantes. Mais mon propos sera plus médical. L'idée, c'est de vous apporter aussi des éléments scientifiques. Alors, forcément, j'ai dû faire des choix. 15 minutes, douche comprise, c'est un peu court. Du coup, l'idée était de sélectionner des choses, vous apporter des billes pour repérer le problème et repérer le niveau de gravité des situations addictives. Des éléments aussi pour savoir vers qui orienter ces patients. Je me permettrai quelques petits conseils. Et puis, je me suis attachée à parler de médicaments qu'on peut utiliser dans le trouble de l'usage d'alcool et que vous serez susceptible peut-être d'utiliser en cabinet de ville. Repérer le problème, déjà, quand poser la question ? Ça, vous ne m'avez pas attendu pour le savoir. L'HAS a tranché au premier contact. Lors de la première consultation, on pose la question d'un éventuel trouble de l'usage. Une fois par an quand on suit le patient de façon régulière, et puis en cas de risque situationnel. C'est évident que si vous recevez un courrier des urgences pour un de vos jeunes patients qui est passé aux urgences en une situation d'alcoolisation aiguë, il faut évidemment reposer la question lors d'une consultation future, même 2 mois ou 3 mois après. Comment on fait ? Question ouverte, ça c'est une grande règle. Comment ça se passe avec les boissons alcoolisées, s'agissant du trouble de l'usage de l'alcool. Et puis, préciser aussi le vin ou la bière, parce que pour certains de nos patients, y compris des patients qui ne sont pas en situation de l'addiction, le vin ou la bière ne sont pas forcément de l'alcool. Donc la question doit être la plus ouverte possible. Évitez j'espère que vous ne buvez pas trop. Voilà, parce que là, on n'a pas envie de vous répondre oui. Il y a aussi des scores de repérage. Des scores, il y en a tout un tas, plus ou moins pratiques. J'ai quand même choisi aussi, dans un discours très médical, de vous en présenter un, qui est le score audit. Ce score audit, à mon avis, il a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'il est validé en langue française, ce qui n'est pas rien. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il y a une version courte, en 3 questions, qui est l'audit court. 3 questions assez simples. À quelle fréquence vous buvez, combien de fois vous buvez par semaine, et puis la quantité d'alcool, combien de fois vous buvez par semaine, quelle quantité à chaque fois, et combien de fois il vous est arrivé de prendre plus de 6 unités en une occasion. Et ces 3 questions-là, elles permettent d'identifier si on a un score supérieur à 3 quand on est une femme, supérieur à 4 quand on est un homme, d'identifier s'il y a un problème ou pas. D'accord ? Donc c'est vraiment un examen de débrouillage qui est très facile à utiliser, je trouve, en cabinet de ville. Les questions, elles sont simples. Et puis, vous pouvez peaufiner votre analyse en déroulant le reste du test avec 7 autres questions. Alors, je ne sais pas si on les voit bien sur l'écran, mais qui sont assez simples, qui peuvent se poser très facilement dans un interrogatoire plutôt que de faire passer le test de façon très carrée dans une salle d'attente. Ces questions-là, elles s'intègrent facilement à l'interrogatoire et puis elles vont vous permettre de préciser un petit peu les choses, de préciser la gravité et le diagnostic. Ce qu'on dit, c'est que de 0 à 5 pour une femme, à 6 pour un homme, c'est rassurant. De 6 ou 7 à 12, on est très probablement dans un usage à risque. Donc le thème quand même de ce colloque, c'est prévenir ou guérir. Donc on est dans un usage où on n'est pas encore dans la situation addictive, mais pour lequel on sait qu'avec un minimum d'intervention, on va avoir un maximum d'impact. Donc c'est vraiment un diagnostic à pas louper. L'usage à risque, par définition, il est asymptomatique. Et le dépister par ces moyens-là, ça peut être très intéressant, on va y revenir. Et puis au-delà de 12, on est très probablement dans un trouble de l'usage, c'est-à-dire dans une situation d'addiction. Je vous ai mis ici une méta-analyse qui date de 2018, qui est assez récente, qui a étudié une modalité d'intervention qu'on appelle l'intervention brève.
à laquelle on peut se former très facilement. Il y a des formations d'une journée ou de 2 journées à l'intervention brève, et qui a évalué son impact en situation d'usage à risque. En situation d'usage à risque, c'est résumé par l'acronyme FRAME. Il y a l'idée de faire un bilan, typiquement pour un jeune adulte qui est arrivé aux urgences en situation d'alcoolisation aiguë, c'est en gros, voilà, raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé. C'est un débrief de la situation. C'est l'idée de responsabiliser, c'est-à-dire de pointer du doigt les moments où les choses auraient pu se passer autrement, à quel moment tu aurais pu changer l'histoire. On peut, dans cette situation-là, donner des conseils, des options d'aide, et puis la démarche, elle doit être empathique. Vincent aussi en a parlé tout à l'heure. Alors, ça a été traduit là par le fait qu'il n'y ait pas de jugement. Ça va au-delà de ça. La dimension empathique, c'est vraiment j'essaye de comprendre. Voilà. Faut vraiment considérer que le patient est sur une planète, vous êtes sur la vôtre, et c'est à vous d'aller vers lui. Expliquez-moi ce qui s'est passé, comment vous en êtes arrivé là. Il y a vraiment ce souci de se mettre en accord avec ce qu'a vécu la personne et pas uniquement projeter notre avis sur la question. Ça ne fonctionne pas. Et en faisant ça, vous allez avoir accès à plein de choses que vous ignorez. Vous allez mieux connaître votre patient et vous allez connaître des leviers que vous ne soupçonnez pas au sujet de votre patient ou de la personne, et vous allez pouvoir vous en servir pour initier des modifications de comportement. Et puis, quelque chose aussi de très important, c'est le sentiment d'efficacité personnelle qu'il faut renforcer. Il y a des choses qui fonctionnent, il faut aller les chercher et il faut souligner qu'elles fonctionnent. Si je reprends l'exemple du jeune adulte, ce qui t'est déjà arrivé d'aller à des soirées et de ne pas revenir ou de ne pas passer par les urgences le matin, qu'est-ce qui était différent à ce moment-là? Voilà. Là, tu as pu le faire, ça c'est quelque chose que tu as pu faire à un moment. L'idée, c'est de renforcer ça. Est-ce que ça marche? Dans cette méta-analyse de 70 études, il y avait une différence significative qui était de faible envergure, mais qui était significative. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand on regardait les choses de façon plus précise, quand on considérait les interventions brèves de plus d'une demi-heure, là, la différence devenait vraiment très significative. En fait, l'intervention brève, elle doit être brève, mais pas trop. L'idée, c'est de prendre le temps de faire tout ça. Et une intervention brève, c'est au moins 45 minutes. C'est aussi quelque chose qui se maintient dans le temps, c'est-à-dire qu'on observe une efficacité sur au moins 12 mois pour les études qui ont étudié, et puis une diminution de consommation qui est de l'ordre d'une demi-bouteille de vin par semaine. Je vous rappelle qu'on n'est pas dans l'addiction, on est dans l'usage à risque. Donc finalement, une diminution d'une demi-bouteille de vin par semaine, c'est pas rien. Okay, en termes de prévention, justement, du risque d'addiction. Au-delà de la prévention, quand le score audit évoque un trouble de l'usage, effectivement, il faut aller plus loin. Il faut pouvoir, à mon avis, aussi adresser dans ces situations-là. Ce qui peut vous aider, c'est le recours au DSM-5. C'est vrai que c'est ce gros manuel des maladies mentales que des fois on a du mal à ouvrir, mais pour ce qui est de la dernière édition, le DSM-5, il a apporté quand même des choses en termes d'addiction, et notamment une valence dimensionnelle en termes de gravité, c'est-à-dire qu'on avait tendance à considérer il y a quelques années qu'il y avait les addicts et les pas addicts, et en fait on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça. Au sein de l'addiction, il y a des degrés de gravité. Il y a le critère majeur qui est évidemment le fait que l'utilisation d'une substance aboutit à une souffrance, mais il y a aussi un certain nombre de critères secondaires marqués par le non-contrôle de la consommation, marqués par la restriction du répertoire comportemental, c'est les critères 3, 4, 5, 6. C'est ce que aussi évoquait Vincent tout à l'heure, c'est la restriction du répertoire comportemental, c'est le fait que tout va se resserrer petit à petit autour de l'addiction et que toutes les autres activités de la vie quotidienne vont disparaître. Ça, c'est des marqueurs de gravité importants. Il y a aussi l'idée de l'usage répété de la prise de risque dans les consommations. Il y a l'idée de la tolérance, l'augmentation des doses pour avoir les mêmes effets, évidemment. Et puis, il y a l'idée du sevrage physique, avec une information importante, c'est que le sevrage physique ne fait pas le diagnostic de l'addiction. On a souvent cette idée-là, et puis nos patients nous disent « Mais docteur, je ne suis pas addict, je ne tremble pas ».
en fait, c'est pas obligatoire. L'addiction, ce critère-là n'est pas un critère majeur. Et puis la dernière chose, c'est le craving qui a été ajouté. Et quand on parle de craving, on parle vraiment de cette envie qui saisit le patient indépendamment de toute autre circonstance. C'est une envie irrépressible de consommer qui arrive n'importe quand. Ça, c'est un facteur aussi de gravité. Ce qui vous permettra de stadifier un petit peu la maladie et d'orienter en fonction. Je ne vais pas m'attarder parce que je n'aurai pas le temps, mais là, en Addicto, on a aussi, comme toutes les disciplines, nos structures avec des acronymes obscurs. On aura l'occasion, je pense, d'en parler pendant les questions, mais vraiment, mon conseil, c'est d'orienter plutôt vers des consultations, plutôt que d'emblée vers des cures, des sevrages, parce que avant d'aller en sevrage, avant d'aller en cure, il faut que le patient sache où il mettre les pieds, il faut qu'il y soit préparé. Et ça, c'est vraiment le rôle des consultations dédiées en addiction. Une petite remarque sur les CJC, qui sont les consultations jeunes consommateurs auxquelles on ne pense pas forcément, qui accueillent les moins de 25 ans, qui ont souvent des délais plus courts que les XAPA, les centres de soins, d'accompagnement et de prévention, que les consultations d'addictologie, puis qui ont surtout des accueils, des fois sans rendez-vous. Donc ça peut être quelque chose d'important en termes d'orientation. Les CARUD, qui sont des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques, on n'y pense pas souvent, mais c'est pour des patients qui ne sont pas forcément dans une optique d'arrêt, mais dans une optique de réduire leur consommation et de prendre soin d'eux. Alors c'est des structures qui sont parfois marquées par la précarité, qui ont été initialement dédiées vraiment à la toxicomanie, mais qui s'ouvrent vers l'alcool et vers la réduction du risque alcool. Donc en fonction de vos ressources locales, n'hésitez pas à les rechercher et puis éventuellement à leur adresser des patients. Il y a aussi les ressources locales. Par exemple, à Lyon, on a un programme de sevrage en ambulatoire lyonnais qui est un réseau finalement de prise en charge où les patients peuvent être évalués. Et puis les mouvements d'entraide qui sont aussi des structures vraiment recours. N'hésitez pas à leur adresser les patients. Deuxième partie de l'intervention, je voulais vous parler des médicaments. J'en ai choisi 3. On pourra parler d'autres médicaments éventuellement pendant la discussion. 3 emblématiques, l'acamprosate, l'analtrexone et puis le lioresal, le baclofène dont vous avez peut-être beaucoup entendu parler, qui sont à mon avis 3 médicaments pour lesquels on peut être sollicité en médecine de ville. L'alcool, on parle souvent de l'alcool comme de la drogue parfaite, au sens où elle a un impact qui va être diffus, plein de cibles d'impact au niveau de notre système nerveux, et en particulier du système nerveux de la récompense. Il y en a 2 dont je voulais parler très rapidement. Au niveau du système GABAergique et glutamatergique, alors le GABA, vous savez, c'est le neurotransmetteur inhibiteur, le glutamate excitateur, et puis ce qui se passe en situation de consommation chronique d'alcool, c'est qu'il va y avoir une extinction de la fabrication de GABA et de son efficacité au profit de l'alcool. En situation de sevrage, il va y avoir une carence en GABA qui va expliquer la prédominance du système excitateur et les signes de manque. Ce qu'on considère, c'est que ce déficit en GABA, il va pouvoir persister plusieurs semaines, plusieurs mois après le sevrage et expliquer en partie 2 choses. Une partie de l'appétence à l'alcool et du risque de rechute et des troubles du sommeil. L'acamprosate, il se propose d'agir sur cette composante-là. Le deuxième médicament, c'est l'analtrexone, que vous connaissez bien, un antidote de la morphine. C'est lié au fait que la consommation d'alcool induit une sécrétion d'endorphines. Et le Revia est censé s'opposer à cette sécrétion d'endorphines. Et du coup, son rôle, ce sera de diminuer le renforcement positif à la reconsommation. Si on est sous Revia et qu'on boit de l'alcool, sous naltrexone et qu'on boit de l'alcool, eh ben, on trouvera cet effet un peu beauf et on aura moins tendance à y retourner. Est-ce que ça fonctionne? Je vous présente cette méta-analyse. Alors, je ne sais pas si c'est très visible, mais quand on regarde en tout cas l'acamprosate et l'analtrexone versus le placebo, on se rend compte que quand on considère les marqueurs de maintien de l'abstinence après un sevrage, les 2 ont un intérêt, les 2 ont une efficacité, mais l'acamprosate est plus efficace pour maintenir l'abstinence, ce qui n'est pas très étonnant vis-à-vis du mécanisme d'action dont je vous ai parlé.
Si on regarde en revanche les marqueurs de contrôle de l'envie, le contrôle du craving, la gestion de la consommation, eh bien c'est l'inverse. Les deux ont une efficacité. L'efficacité est très très modeste pour la camprosate. Par contre, elle est plus importante pour la naltrexone. Donc vous voyez, deux médicaments dont on a tous appris le nom, mais qui ont finalement une utilisation qui peut être différente dans la pratique quotidienne et de façon très pratique. Après un sevrage, on va plutôt utiliser la camprosate pour des patients qui vont qui vont viser un maintien de l'abstinence, et puis pour des patients qui vont être un peu plus ambivalents, la naltrexone peut être une meilleure alternative, au sens où il y aura moins de renforcement positif et moins de risque de multiplier les consommations, a priori sous ce traitement. Petite info bonus, la camprosate, l'effet sur les troubles du sommeil dont je vous ai parlé, et puis la contre-indication à la prise d'opiacés avec la naltrexone, vous le comprenez bien. Je me dépêche, je vous dis deux mots du Lioresal. En 2013, le Nouvel Observateur avait titré « On a trouvé un remède contre l'alcool ». Contre l'alcoolisme. C'est pour vous dire les espoirs qu'avait généré ce traitement. Deux méta-analyses de 2018 et 2020. Une première qui montre des résultats tout à fait négatifs, que ce soit en termes de gestion de la consommation ou en termes de maintien de l'abstinence. Une deuxième qui montre des résultats positifs en termes de maintien de l'abstinence. Avec par contre, quand on regardait de près l'impact du baclofène versus le placebo pour le craving, l'anxiété, la quantité consommée, il n'y avait pas de différence. Donc en gros, on se dit des résultats contradictoires, parfois ça marche, et quand ça marche, on ne sait pas trop comment, avec des effets secondaires qui étaient assez importants à partir de 80 mg, en termes de syndrome dépressif, sédation, vertige, on pourra y revenir. Alors, est-ce que ça veut dire que ça ne marche pas du tout? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Une étude, et c'est ma dernière diapositive, une étude qui a été faite de pharmacocinétique en 2021, qui est intéressante, qui montre déjà que le taux sanguin de baclofène, il est corrélé à son efficacité sur le craving, sur l'envie de consommer, ça c'est certain, mais que ce taux sanguin, il est très variable d'une personne à l'autre. Il y a probablement un impact du sexe, il y a probablement aussi, on se rend compte, un impact d'une éventuelle maladie hépatique. Le baclofène n'est pas contre-indiqué en cas de cirrhose, et on a l'impression que les patients qui ont une insuffisance hépatocellulaire ont un effet plus important du baclofène. Et puis, il y aurait un impact aussi de la quantité d'alcool consommé, qu'on retrouve un peu dans les études. C'est-à-dire que pour les gros buveurs, il y a plus d'intérêt du baclofène que pour les petits buveurs. Il y a peut-être aussi une question de métabolisme génétique du médicament. En gros, c'est probablement un médicament utile, mais il y a un profil de patients répondeurs à déterminer. Je vous rappelle qu'il a l'AMM depuis 2018 avec un service médical rendu qui est à 5, donc qui est très faible, et le médicament, la spécialité, a été remboursé uniquement à 15%. Et puis, je vous ai mis les modalités de prescription, sachant qu'à partir de 80 mg, il est recommandé une concertation pluridisciplinaire addicto avant de monter la posologie. Et puis à tout seigneur, tout honneur, je vous ai quand même remis l'avis du Conseil du Collège national des généralistes enseignants, que vous pourrez lire, qui rappelle que l'efficacité de ce médicament n'est quand même pas avérée, et puis que ça balance, les effets secondaires obèrent probablement en partie son efficacité, tout en rappelant quand même que l'alcoolodépendance est aussi une maladie grave. Donc, il ne faut pas perdre de vue non plus quelle maladie on s'adresse. Donc, on a trouvé un remède contre l'alcoolisme, c'est pas encore certain. Voilà, ma diapositive de conclusion que je vous laisse lire. Et puis, voilà, on se reparle pendant la discussion. Voilà. Merci beaucoup. Je laisse maintenant la place à Virginie Cartaillé, infirmière du réseau Azalée. Bonjour à tous. Donc Virginie Cartaillé, infirmière pour Azalée, Action de santé libérale en équipe. En quelques mots, c'est un protocole de coopération entre médecins généralistes et infirmières salariés de l'association.
Donc c'est un protocole de coopération validé par l'ARS et il y a 4 protocoles déjà qui ont été validés, donc la prise en charge du patient diabétique à risque cardiovasculaire, le dépistage des troubles de mémoire et la problématique liée au sevrage tabac. Différents groupes de travail en ce moment se sont mis en place, notamment sur l'alcool. Et avec cette spécificité aussi de l'alcool, c'est que la prise en charge se fait obligatoirement en trinôme entre le médecin, l'infirmier et puis bien sûr le patient. Là, on a parlé sur les 2 interventions précédentes au niveau de la prise en charge de l'alcool. Moi, je vais vous parler peut-être un peu plus au niveau du tabac. Donc une petite diapo en fait. Effectivement, on peut avoir des patients qui viennent nous voir, nous en consultation, qui ont été envoyés par le médecin. Le médecin voudrait que j'arrête de fumer. Moi, pour l'instant, je sais pas. Enfin voilà, le déclic n'est pas forcément encore là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ce patient? Comment est-ce qu'on va travailler un petit peu avec lui? Ne pas oublier effectivement que c'est la motivation du patient qui va nous amener à avoir un résultat aussi avec lui. On va utiliser ce qu'on appelle la roue de Prochaska de Dick Clement, si vous connaissez, c'est ce qu'on utilise en éducation thérapeutique, pour essayer de voir un petit peu le patient, où est-ce qu'il en est dans son processus de changement. Est-ce qu'il est en pré-intention, c'est-à-dire que il sait, il devrait, mais ça ne le concerne pas. Donc c'est un peu ce qu'on appelle ici la phase d'indifférence. En fait, là, on va semer la graine de savoir un petit peu où est-ce qu'il en est par rapport à sa consommation. Petit à petit, il peut rentrer dans cette phase de réflexion ou d'intention. Puis ensuite de décision, d'action, voilà. Donc ça, c'est un petit peu le mécanisme du changement qui va être utilisé en éducation thérapeutique. Le patient, en fait, il faut le prendre dans sa globalité, dans son histoire de vie. Ça, on l'a vu déjà plusieurs fois. Où est-ce qu'il en est par rapport à sa consommation? Où est-ce qu'il en est par rapport à son désir éventuellement de sevrage, d'arrêter de fumer? Est-ce qu'il envisage un arrêt brutal? Il jette son paquet et puis c'est terminé, il ne fume plus parce que ça a marché pour son voisin, donc il n'y a pas de raison. Est-ce qu'il envisage plutôt un arrêt progressif parce que pour l'instant, il n'est pas en mesure de se voir sans la cigarette en fait. Chaque sevrage va être différent, effectivement. On peut estimer qu'il peut y avoir jusqu'à 8 à 10 rechutes avant un sevrage définitif. Donc là, on a aussi un rôle de déculpabilisation du patient, c'est-à-dire que de lui faire comprendre qu'un sevrage, c'est compliqué. La cigarette, la nicotine, enfin la cigarette est l'addiction la plus puissante qui existe, puisque un shoot de nicotine met 8 secondes pour arriver au cerveau, et c'est la drogue la plus puissante et la plus rapide qui existe en fait sur le marché. L'alcool demande plus de temps. Un patient addict à la cocaïne ou à l'héroïne, il y aura du temps avant que ça arrive au cerveau et que ça apporte l'effet recherché. La cigarette, c'est 8 secondes. Donc c'est vrai que c'est d'autant plus compliqué d'expliquer aussi aux patients le mécanisme de l'addiction. Le cerveau humain est mature à partir de 20 ans chez les filles, 25 ans chez les garçons à peu près. Donc tous les comportements qui ont été avant cet âge-là, le cerveau va imprimer en fait une image en tant que jeune adulte qui va être associée au produit, donc ici à la cigarette. Donc il y a une sorte de reboot, de reset du cerveau aussi à faire et à créer une image mentale de soi qui ne soit pas associée à cette cigarette en fait. Donc ça, c'est des choses qu'on va expliquer aussi en consultation qui vont permettre de comprendre et d'accompagner ce patient et que le patient aussi déculpabilise par rapport à sa consommation aussi. C'est pas qu'une histoire de motivation, de volonté, ce serait trop facile en fait. Donc, par rapport au suivi du patient, en éducation thérapeutique, on va fixer ensemble des objectifs qui vont être atteignables pour le patient. On va utiliser le SMART, c'est-à-dire des objectifs qui vont être mesurables dans le temps, qui vont être réalistes, qui vont correspondre aussi au patient. C'est-à-dire que c'est pas de se dire à partir de la semaine prochaine, ça y est, c'est terminé, mais si déjà j'arrive à en éliminer 1, 2, 3 progressivement dans le temps, on va valoriser tous ces efforts qui vont être faits aussi. C'est ça qui est très important. Le patient a besoin d'être valorisé dans son arrêt parce que ça ne va pas aussi vite qu'il le voudrait des fois, mais tous les petits efforts qui sont faits, c'est toujours ça de gagner aussi.
On avance progressivement avec lui, on peut aller 2 pas en avant, 3 pas en arrière, ça arrive aussi, c'est ce qu'on appelle la rechute, ce que je vous disais tout à l'heure. La rechute fait partie du sevrage, c'est normal. Quand on apprend à faire du vélo, parfois on tombe de selle, on se remet en selle et puis on y retourne. Un sevrage, c'est un peu pareil aussi, c'est réapprendre un comportement, réapprendre à vivre, à faire un deuil aussi de cette cigarette, puisque souvent ça a été cette meilleure ennemie qui nous a accompagnés sur tout un cursus. On va expliquer aussi avec le patient que on a la dépendance physique à la nicotine, on a la dépendance psychique, on a la dépendance comportementale, et de faire un petit peu le point avec lui, avec les différents tests qu'on peut avoir pour voir où est-ce qu'il en est aussi par rapport à ça. Concernant la prescription au niveau du sevrage tabac, il n'y a pas de prescription type, c'est-à-dire qu'elle va vraiment se faire par rapport au patient, à sa consommation, à ses habitudes. Est-ce qu'il est vraiment addict à la nicotine ? Bien souvent, on peut voir aussi que ce n'est pas forcément la nicotine en soi qui est indispensable, mais c'est tout ce qui est relié à la cigarette, c'est-à-dire les rituels qu'on va associer, l'apéro avec les copains, ou j'arrive à tel endroit, c'est là que je fume ma cigarette habituellement, je monte en voiture, je fume ma clope, ou la dépendance psychique, je suis un peu stressée, je vais fumer ma petite clope pour me remettre un petit peu de mes émotions, ou ça va pas, j'ai le cafard, je suis pas bien, je m'ennuie, enfin voilà. Donc il faut faire un petit peu le tour avec le patient, comment il se situe au niveau de son addiction. La prescription de substituts, c'est une aide excellente en fait, puisqu'on va éviter ce craving, ce besoin physique de nicotine. Elle va permettre de combler ce besoin physique, mais elle va nous permettre aussi de travailler sur la dépendance psychique et la dépendance comportementale, et d'aider le patient en fait à se poser des questions. Est-ce que là, tout de suite, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette cigarette, ou est-ce que je ne peux pas attendre un petit peu ? Et on voit en consultation les patients qui me disent en fait, le fait de me poser la question, finalement le matin, je ne l'ai pas bu tout de suite avec mon café, je suis passée à la salle de bain, je me suis habillée, je me suis pomponnée, je l'ai fumé qu'après, donc un quart d'heure après, c'est un quart d'heure de gagné, et donc ça on va le valoriser aussi en fait finalement. On a des outils en consultation qui est le CO-testeur, donc c'est pour tester le monoxyde de carbone, puisque dès qu'il y a combustion, dès qu'il y a combustion, en fait, il y a production de monoxyde de carbone. Donc le CO-testeur va nous permettre de voir avec le patient un petit peu comment il va tirer sur sa cigarette. On va voir par exemple qu'un patient qui va réduire sa consommation en quantité va augmenter sa consommation en titration en fait, puisqu'il va tirer beaucoup plus sur sa cigarette pour s'auto-titrer en nicotine, et donc il va inhaler forcément plus de monoxyde de carbone aussi. Donc ça, c'est des choses qu'on va aussi expliquer aux patients. C'est pas un outil de flicage, c'est pas pour dire en fait vous me dites que vous avez arrêté de fumer, mais moi le CO-testeur il me dit que vous êtes encore à 20 mg, à 20 ppm de monoxyde de carbone. Non, ça va nous permettre de lui expliquer que peut-être qu'effectivement il a diminué sa consommation, mais il a augmenté sa façon de fumer. Il tire beaucoup plus sur sa cigarette pour avoir le même dosage en nicotine en fait finalement. Donc peut-être que si on a mis une substitution en place, la substitution n'est pas adaptée en fait par rapport au patient. Donc c'est à revoir à chaque fois. Les différents substituts nicotiniques, vous les connaissez tous. On a les patchs, les gommes, les pastilles. On a aussi le spray qui est rentré dans le remboursement. On peut les associer. On peut faire une petite cuisine, on va dire, avec la prescription de substituts, c'est-à-dire que si votre patient fume 3 paquets de cigarettes par jour, effectivement, il est au moins à 60 cigarettes par jour. Il faut qu'on substitue au minimum à 60 mg de nicotine, c'est-à-dire que ça peut être 3 patchs de nicotine, c'est pas déconnant, ça peut arriver. On va l'associer aussi avec les gommes, les pastilles, puisque les gommes et les pastilles vont plutôt avoir un rôle sur le craving, sur l'oralité du geste, de besoin d'amener quelque chose à la bouche. Le patch, lui, va jouer en fait sur le dosage de nicotine, puisqu'il va distribuer en fait une dose sur 24 ou sur 16 heures, une dose constante en fait de nicotine. Il faut substituer suffisamment fort pour que le patient n'arrive pas sous le seuil de besoin en fait de nicotine.
Tout au long de l'accompagnement, on va voir le patient aussi souvent que nécessaire. On va lui faire confiance en fait sur le ressenti qu'il a par rapport à ça, lui parler effectivement des signes de sous-dosage, de surdosage, de voir un petit peu avec lui comment il ressent, est-ce qu'il se sent nauséeux, est-ce qu'il a des problèmes de sommeil, ça peut arriver aussi, de cauchemar, et ça va nous permettre d'ajuster en fait aussi le dosage. Et lui faire confiance, le rendre acteur de sa santé, c'est ce qui va nous aider en fait à atteindre l'objectif qui est le sevrage complet en fait. Comme on est en coopération avec des médecins, donc effectivement de tracer dans le dossier médical la consultation, qu'est-ce qui s'est passé en consultation avec le patient. Pour mémoire, nous on a des consultations qui vont durer 3/4 d'heure, 1 heure. Donc c'est vrai que tout à l'heure on parlait de l'intervention brève, qui est très importante, que ce soit dans la problématique d'alcool ou de tabac. Pour les médecins généralistes, effectivement, ça peut être parfois compliqué, vous n'avez pas forcément le temps, ce que l'on conçoit tout à fait. Nous, en consultation infirmière, on va avoir 3/4 d'heure, 1 heure, parfois plus suivant les patients. Donc on a du temps aussi pour creuser les choses, de poser des choses et de construire avec le patient des vrais objectifs en fait personnalisés. Donc après, on a un rôle aussi avec le médecin pour justement créer cette alliance thérapeutique entre le médecin, le patient et nous. Et le patient voit que quand il y a une bonne relation entre le médecin et l'infirmière, il y a une relation de confiance aussi qui s'installe, et ça c'est très important aussi. Donc voilà, après c'est par rapport à la prescription de substituts, ce que je vous disais un petit peu, je suis assez brève, je pense que je vais m'arrêter là. Puis comme ça permettra de poser des questions si besoin. Mais je voulais vous présenter un petit peu tout ça et cette relation, ce trinôme médecin, infirmier, patient, qui est très important dans la prise en charge en fait des problématiques d'alcool ou des problématiques de tabac avec nos patients. Merci. Merci beaucoup. On a encore quelques minutes pour des questions. Si quelqu'un... plein de questions. Bonjour, Céline Seguino, je viens de Caen. J'ai une question, ou plutôt une nouvelle à faire parvenir. J'ai un ami qui a fait sa thèse sur l'addictologie et notamment la formation en addictologie pour le 3e cycle, qui est paru dans le Exercer de janvier 2022 et qui pose la question sur la formation des internes, futurs médecins généralistes, qui est vraiment pas terrible. Voilà, et je suis en stage en ce moment avec un maître de stage qui a été formé à l'addictologie, qui me forme un petit peu à l'entretien motivationnel et aussi à la méthode PNL. Et je trouve que c'est une très bonne méthode pour inciter le doute et la petite graine aux patients, et j'ai déjà des résultats. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bonjour, c'est une question pour le premier intervenant quand il a dit tout à l'heure que, alors je reprends un petit peu les mots, mais vous avez dit que si par exemple la personne elle n'était pas en accord sur le fait de par exemple d'être hospitalisée, qu'elle avait peur mais qu'elle suivait ce que disaient les médecins, parce que enfin... Voilà quoi. Ma question c'est, est-ce que du coup s'il dit qu'il a vraiment peur d'aller en hospitalisation, qu'il est très anxieux d'y aller, est-ce qu'on doit suivre ce qu'il dit et pas l'hospitaliser dans ces cas-là ou... Vous pouvez venir ça. Ce qui me semble le plus important quand on va accompagner quelqu'un, c'est d'aller au rythme de ses envies et de ses peurs. La première des choses, souvent, on réduit les soins en addictologie et surtout pour l'alcool à tu vas rentrer en cure ou tu ne vas pas rentrer en cure.
Il y a un tas d'étapes. Si la personne a peur de rentrer et d'être hospitalisée, il y a les XAPA qui sont vraiment des lieux ouverts. XAPA, Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, des lieux où on rentre à 10h et on ressort à 11. On peut rencontrer des médecins. Enfin, voilà, c'est préparer la personne. L'exemple que vous avez repris, c'est l'exemple de Catherine. Et effectivement, je pense que quand on force quelqu'un à passer une étape parce que ça nous semble pour nous important, on n'est pas dans la construction de son avenir. On va simplement lui mettre combien de personnes rentrent en hospitalisation par la justice à cause de l'entourage. Ils arrivent là en disant bah voilà, j'ai fait le choix de rentrer. Et en fait, quand on creuse, eh ben, en fait, ils n'ont pas trop le choix parce que sinon, c'est madame qui s'en va, c'est la prison qui s'affiche ou des choses comme ça. Et donc, ils sont dans une obligation de soins, je mets des guillemets autour de ça, et qui après eh ben, vont consommer comme avant parce que ce n'est pas leur choix, parce que ça n'a pas été inscrit dans leur désir de changement. Et donc, du coup, quelqu'un qui va vous dire ben, « moi, j'ai peur d'aller en hospitalisation », il y a l'outil très simple, allez dans un XAPA. Vous allez être accueilli, entendu. Il y a des spécialistes de l'addiction qui vont être là pour vous entendre, ou aller voir des mouvements néphralistes, hein, ça peut être bien aussi, enfin des mouvements comme Vie Libre. Voilà. Mais effectivement, l'alternative rien ou hospitalisation, enfin, il y a plein de solutions entre eux, et qui sont dans l'ambulatoire. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, merci beaucoup. On va prendre une dernière question. Bonjour, j'ai une question, je ne sais pas si vous saurez répondre. Est-ce qu'il y a une cotation spécifique pour les consultations des médecins généralistes pour ce qui est du sevrage ou de l'intervention brève ou... Est-ce qu'on peut quand même coter ? Alors, je ne sais pas. Je crois que vous avez... Ouais, je ne regrette pas d'avoir pris le micro pour dire ça. Mais je crois qu'il y a une cotation en médecine générale pour les consultations. Il n'y a pas un terme de consultation compliquée ou... vous n'avez pas une nomenclature comme ça? Non? Je me trompe? Des consultations complexes, mais... Complexes, ouais, voilà. Je ne sais pas si ça fait partie. Alors, je pense que ça peut faire partie de ça, sur des consultations qui durent... Parce que qu'est-ce qui définit la consultation complexe? C'est la durée aussi que vous y passez. C'est vrai que si vous faites une intervention brève, je me dis qu'il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas être retenu comme une consultation complexe. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de cotation particulière pour l'addicto. Merci beaucoup. Je tiens sincèrement à vous remercier tous les trois et à vous toutes et tous pour votre intérêt.